Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le prince Albert II dans la vallée de la Roya pour dévoiler deux nouveaux sites historiques Grimaldi de Monaco. Une vallée qui se reconstruit après le passage de la tempête Alex il y a 3 ans. Nous en parlerons dans quelques instants avec Martial Lyonnais. Nous évoquerons également l'attaque du Hamas contre Israël. Le conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris, Daniel Halévy, reviendra avec nous sur cette offensive militaire d'une envergure jamais vue depuis plusieurs années au Proche-Orient. Plus que quelques heures avant de connaître le palmarès de la Fondation Prince Pierre, ces prix récompensent la création contemporaine. Jean-Charles Curot, le secrétaire général de la Fondation, sera notre invité. Et puis à la fin de ce journal, retour sur le challenge Prince héréditaire Jacques. La 5e édition aura réuni les meilleurs joueurs de pétanque au Boulodrome Rennes 3. Direction l'arrière-pays niçois pour débuter ce journal où le hameau de Pienne-Haute, appartenant à la commune de Breil-sur-Roya, et le petit village italien d'Olivita San Michele ont reçu la visite du prince Albert II. Ces deux lieux entretiennent des liens historiques avec la principauté. Ils font désormais partie officiellement du réseau site historique Grimaldi de Monaco qui ne cesse de s'enrichir. Le reportage sur place de Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Ce matin, à Pienne-Haute, c'était la fête au village. Le hameau appartenant à la commune de Breil-sur-Roya a reçu la visite du prince Albert II dans le cadre du dévoilement d'un panneau d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Une fierté autant pour les habitants que pour le maire breillois. C'est extrêmement important pour nous. On cherche depuis plusieurs années à sortir Breil de son isolement, à s'ouvrir aux autres, à nouer des liens avec nos voisins. Et la principauté de Monaco fait partie de ces illustres voisins avec lesquels on est très heureux de pouvoir renforcer nos relations. Et c'est aussi une forme de reconnaissance envers le souverain et toute la société monégasque qui s'est extrêmement fortement mobilisée en notre faveur suite à la tempête Alex. S'en est suivi une visite du village de Pienne-Haute et un échange de cadeaux entre spécialités locales et objets commémoratifs. Tous les habitants étaient évidemment dehors aujourd'hui pour cette visite historique. Et sincèrement, je suis content. D'habitude, je ne suis pas plus que ça, mais là, je suis content parce qu'il représente quand même quelque chose. C'est une journée importante, c'est pas n'importe quelle journée. Je pense que ça n'arrivera qu'une fois dans tout le village et c'est jour de fête. Après, on va faire une petite fête avec à manger, évidemment. Donc c'est bien d'apporter ce côté festif dans ce village. L'histoire entre Pienne-Haute et la famille Grimaldi commence au XVIe siècle lorsque Louis XII, roi de France, confie au seigneur de Monaco, Jean II, la gouvernance de Penna et Vintimille. Penna sera ensuite italianisé et son chef-lieu se déplace en 1890 dans la commune d'Olivetta San Michele, située en contrebas de la vallée. C'est finalement en 1947 et la rectification de la frontière italo-française que Pienna devient Pienne-Haute et est rattaché à Breil-sur-Roya. C'est donc fort logiquement que le prince souverain a terminé sa visite du jour dans le petit village italien, lui aussi intégré à l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Far parte dei siti storici di Monaco ci dà una grossa opportunità, specialmente per i nostri prodotti, i nostri artigiani e per il nostro comune. Chiaramente poi l'onore di avere per la prima volta da quando esiste il comune un capo di Stato nel nostro comune è ancora in più un plus valore. De chaque côté de la frontière italo-française, cette visite du souverain était historique et célébrée comme telle. Pienne-Haute et Olivetta San Michele sont les deux petits derniers de la grande famille des sites historiques Grimaldi de Monaco. La vallée de la Roya qui a célébré la semaine dernière un triste anniversaire, celui des 3 ans du passage de la tempête Alex. Une catastrophe qui avait dévasté tout sur son passage. Une vaste chaîne de solidarité s'était rapidement formée pour venir en aide aux sinistrés. La principauté s'était mobilisée, aux côtés notamment de l'association Mission Trekker, qui poursuit encore ses actions aujourd'hui auprès des habitants de la Roya. Son président est avec nous ce soir. Bonsoir Martial Lyonnais. Oui, bonsoir. On a encore en mémoire les terribles images dévastatrices de la tempête Alex. Concrètement, comment se traduit votre action sur le terrain ?
Nous, notre action, c'est une force solidaire au départ qui est unie par la passion d'un sport qui est le trekking et qui ont fait une autonomie. Et depuis 3 ans, sur la tempête Alex, on a mis cette autonomie au service des sinistrés de cette tempête. Et sur le domaine privé, on a réussi à relever avec 20 000 heures de travail des sinistrés un par un de ce terrible moment du 2 octobre 2020. Votre mobilisation n'a jamais cessé, hein. La mobilisation de Mission Trekker n'a jamais cessé depuis le 6 octobre 2020. C'est amplifié au bout de 3 ans. On a plus de 1445 trekkers qui sont venus en aide auprès des sinistrés de la tempête sur des défis parfois inédits qui n'ont jamais été réalisés sur le territoire national et même parfois à l'étranger. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est créé comme ça par la passion de ce sport et avec l'ADN solidaire. Je crois savoir que vous avez collaboré aussi avec les pompiers de Monaco et les carabiniers. Alors dans un défi qui a pris plusieurs mois et qui a mobilisé plus de 400 bénévoles, on avait besoin d'une force supplémentaire et la principauté de Monaco est venue renforcer Mission Trekker dans un défi, dans un canal à déboucher sur plus de 200 mètres de long avec les carabiniers du Prince, mais aussi d'autres acteurs de la principauté de Monaco, de la force publique. Oui, votre action avait été saluée par le Prince Albert II. Et ce salut qui reste dans tous les esprits des bénévoles de Mission Trekker lors d'un an de la tempête Alex, où justement on a eu ce salut de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, où tout le monde a en cette mémoire ce message qui a été traduit visuellement et avec ce geste que personne n'oubliera. Vous qui êtes sur place, Martial Lyonnais, comment se reconstruisent les vallées et plus précisément la vallée de la Roya ? Déjà, il y a une reconstruction morale puisque la mission Trekker, c'est minimum 2 jours dans des missions. Hein. Dans nos missions, c'est 2 jours minimum avec un bivouac. Donc, on fait un réconfort moral. Donc, déjà, c'est une reconstruction morale puisque après 3 ans, il y a toujours ce traumatisme. On le sent encore. Mais c'est aussi sur le domaine privé, un par un, des sinistrés qu'on arrive à relever. Et notamment, dernièrement, avec une passerelle solidaire qu'on a construite, qui a mis 2 ans et demi pour voir ce défi se réaliser avec des moyens importants comme un hélicoptère, mais aussi des bénévoles à 10 minutes de marche pour pouvoir créer, désenclaver ce couple 3 ans après la tempête Alex. Et j'imagine que votre soutien est une véritable bouffée d'air aussi pour eux. Alors c'est surtout un espoir puisque les sinistrés sur le domaine privé où les pouvoirs publics n'interviennent pas puisque ce n'est pas leur domaine. Effectivement, il y a des gens qui nous ont attendus pendant 3 ans pour pouvoir se dire Mission Trekker va venir les aider et c'est ce qui se passe un par un. C'est un travail de longue haleine et on avait promis qu'on serait là tant qu'il y ait de la ressource et il y a eu de la ressource pendant 3 ans et on continue à les relever encore un par un et on continuera tant qu'on aura cette puissance pour pouvoir agir. Eh bien, merci beaucoup Martial Lyonnais d'avoir été notre témoin sur la reconstruction de la vallée de la Tinée et plus précisément aussi de la vallée de la Roya 3 ans après le passage de la tempête Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'actualité à l'international, c'est l'attaque du Hamas contre Israël lancée samedi, une offensive militaire d'une envergure jamais vue depuis plusieurs années au Proche-Orient. Le prince Albert II a adressé en début de soirée une dépêche officielle au président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Le prince souverain écrit, je cite, « Je forme le souhait ardent que les peuples du bassin méditerranéen puissent s'unir autour des valeurs de paix, de justice et de respect afin qu'ils tiennent en échec ces actes barbares. Le chef d'État monégasque a une pensée pour les familles des personnes disparues ainsi que celles blessées et prises en otage, tout en apportant son soutien au peuple israélien. » Bonsoir Daniel Halévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes conseiller aux affaires économiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Que peut-on dire actuellement de la situation en Israël ? Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que c'est une situation totalement inédite, incroyable. Surtout terrible. On a du mal depuis samedi où ces événements ont commencé à trouver les mots pour exactement décrire la situation. Mais le nombre des victimes du terrorisme, de la façon dont les personnes ont été assassinées, les viols qui ont eu lieu, les nombreux enlèvements de civils, de personnes très âgées, d'enfants, de petits garçons et de petites filles montrent qu'il s'agit d'un événement tout à fait différent de tout ce qu'on a pu connaître dans le passé.
C'est un événement qui a eu lieu en pleine fête juive, qui a surpris l'État hébreu, et 50 ans, quasi jour pour jour, après la guerre du Kippour. Hein. Oui, absolument. C'était en fait, donc samedi, c'était à la fois le Shabbat et c'était en plus la fête qu'on appelle en hébreu la Simchat Torah, la joie de la Torah, qui évidemment là s'est transformée en grande tristesse. C'est devenu un jour plus noir que noir. Et l'intensité de l'événement, l'importance de l'événement et aussi se reflète déjà évidemment à la fois dans la couverture médiatique dans le monde entier. Si on écoute, je suis à Paris, je suis évidemment à l'écoute des médias français et francophones. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et ça se traduit aussi dans les messages positifs adressés à Israël, entre autres par quasiment toute la classe politique en France, de gauche à droite, mis à part quelques éléments, des messages de soutien et aussi d'expression qu'Israël doit se défendre et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation sans précédent et terrible. J'imagine que vous êtes en contact avec le pays. Quels sont les échos que vous avez sur place? Et les échos sont d'une part des échos d'une grande tristesse, d'une grande angoisse. Et vu la situation telle que s'est développée, je vais rappeler quelques chiffres terribles. Chiffre d'autant plus terrible si on prend en proportion la population, puisque la population d'Israël est moins de 10 millions. Donc si on la compare à la population française ou à la population américaine, on se rend compte qu'il s'agit d'un nombre de victimes de terrorisme qui est infiniment plus grand que ce qui s'est passé dans tous les plus graves attentats, y compris du 11 septembre, du Bataclan, etc. Donc d'une part, cette situation extrêmement stressante, il faut bien le dire, et d'autre part, comme toujours dans des événements de ce genre, même si c'est celui-ci est différent, comme je disais, une grande entraide, une grande solidarité, une grande volonté d'être ensemble pour faire face à cette situation. Les habitants vivent sous la menace. Tout le pays retient son souffle, on peut le dire, en ayant une pensée aussi pour les otages. Hein. Tout d'abord pour les otages, vous avez tout à fait raison, mais également parce que tout le monde a des gens de sa famille qui ont été mobilisés, puisqu'il s'agit d'une mobilisation très très importante de ce qu'on appelle les soldats de réserve. Vous savez qu'en Israël, il y a l'armée active, l'armée de métier, mais une grande partie de l'armée, c'est une armée du peuple qui est mobilisée en cas de besoin. Et c'est malheureusement le cas. On a besoin de forces supplémentaires. Donc toutes les familles, l'économie, le pays est touché par ces événements. On l'a dit, la situation évolue d'heure en heure. Le gouvernement israélien a annoncé le siège complet de la bande de Gaza. L'intention, c'est de couper l'enclave palestinienne du reste du monde. Hein. L'intention, c'est de trouver les moyens de faire face à une situation sans précédent. On a vraiment faire face à des barbares. Ça nous rappelle des situations qu'on a connues avec l'armée islamiste, avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est une situation qui appelle à des mesures également sans précédent. Eh bien, merci beaucoup Daniel Halévy d'avoir réagi sur notre antenne ce soir. Merci de m'avoir reçu. Passons à toute autre chose à présent. Vous connaissez sûrement le label Relais et Châteaux. Il représente environ 800 restaurants dans le monde, dont 370 d'entre eux sont étoilés au guide Michelin. Autre aspect important, cher aux valeurs du label, 33 établissements ont reçu l'étoile verte qui promeut les acteurs engagés en matière de gastronomie éco-responsable. Eh bien, le comité international des tables Relais et Châteaux s'est réuni ce lundi matin au musée océanographique en présence du prince souverain. Dans quel but? Je vous propose d'écouter le président de Relais et Châteaux, Laurent Gardinier, au micro de Fabien Bonilla. Nous avons au sein de cette organisation 21 chefs élus parmi les 580 membres répartis dans 60 pays. Ça s'appelle le Comité international des tables, relais et châteaux qui se réunissent une fois par an pour définir ce que doit être la cuisine et la gastronomie au sein de Relais et Châteaux, mais aussi la prise de conscience de la dimension mondiale et planétaire de notre action en rapport avec le développement durable et la biodiversité. Les thématiques vont correspondre à la biodiversité, correspondre à la suppression des plastiques à usage unique dans nos cuisines et dans nos hôtels,
au maintien des communautés locales, au maintien de l'environnement, de multiples thématiques, de multiples sujets qui visent à définir ce que nous devons être dans les années qui viennent. C'est très important de le faire parce que nous avons des points de vue qui viennent du monde entier, parce que nous avons des chefs qui se parlent entre eux, venant de différents pays, différents continents, et qui ainsi peuvent apporter le meilleur au reste du monde, au reste de nos membres. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo célèbre le 150e anniversaire de Sergueï Rachmaninov. Un hommage est rendu au célèbre compositeur et chef d'orchestre russe avec une série de concerts. Le premier a été donné dimanche à l'Auditorium René III avec en soliste l'artiste en résidence, le pianiste Simon Trepseski. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Ainsi s'est terminé le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 8 octobre avec en soliste un pianiste virtuose au charisme unique, Simon Trepseski, l'artiste en résidence cette année. Le public ici à Monaco vraiment adore la musique et la culture en général, mais la musique et les concerts de l'orchestre. Donc ça dit beaucoup du niveau de l'orchestre et de programmation. Et M. Didier de Cotigny et tout le team de l'orchestre. Donc oui, je vraiment apprécie les moments sur la scène, partager la musique avec des collègues. Vous savez quoi, la vie est trop courte, il faut profiter. Au programme, la symphonie numéro 5 de Prokofiev, dirigée par Dmitri Matvienko, et le célèbre concerto numéro 2 de Rachmaninov, un tube de la musique classique, dont le thème a été souvent repris au cinéma. Le public expecte beaucoup de vous. Et donc, mais je ne m'occupe pas très beaucoup dans ma tête avec ces choses parce que je vraiment essaye de profiter de la musique et bien sûr de respecter toutes les directions qui sont écrites dans la partiture et bien sûr avec tous les collègues sur la scène. Et un nouvel hommage à Rachmaninov sera rendu ce dimanche par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec pour invité le pianiste Yevgeny Kissin. C'est l'une des plus anciennes récompenses remises en principauté qui honore la création contemporaine. Dans quelques heures, nous connaîtrons le lauréat du prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre, un prix prestigieux qui récompense un écrivain pour l'ensemble de son œuvre. Parmi les anciens lauréats, on peut citer de nobles noms de la littérature, Joseph Kessel, François Sagan ou encore Patrick Modiano. D'autres prix seront décernés lors de la cérémonie de proclamation ce mardi soir à la Salle Garnier. Pour en parler, le secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Charles Curot. Bonsoir. Il faudra être patient pour connaître le palmarès des prix de la Fondation Prince-Pierre. Comment vous pourriez qualifier le cru 2023 des auteurs sélectionnés ? Excellent, évidemment. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup plus de sélectionnés que d'habitude. On a 8 sélectionnés pour la bourse, on en a 5 d'habitude. Là, il y en a 8. On n'a pas pu la faire plus courte parce que vraiment, les membres du conseil voulaient conserver l'un ou l'autre et ça valait la peine. Plusieurs prix seront remis. Ils récompensent la création contemporaine dans son ensemble. Cette année, c'est le Grand Prix littéraire, la Bourse de la Découverte, le coup de cœur des lycéens pour la musique, le coup de cœur des lycéens pour la littérature, le coup de cœur des lycéens pour la musique et le tremplin musical, c'est-à-dire la bourse en quelque sorte de la découverte pour la musique. Remis avec les rencontres de philo. Alors la philosophie est incluse de deux façons. D'une part parce que nous remettons conjointement le prix de la principauté à un philosophe et d'autre part parce que notre activité, l'activité de la Fondation Prince-Pierre ne résiste pas à de temps en temps inviter un philosophe. On a en fait une sorte de collaboration plus qu'amicale avec les rencontres de philo, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Jean-Charles Curot, comment se fait la sélection des auteurs et des ouvrages ?
Alors pour la bourse de la découverte, ce sont les membres du conseil littéraire qui proposent 1, 2, parfois 3 bouquins qu'ils ont eu l'occasion de connaître, de lire, de jeunes auteurs. Et ça se discute en conseil au mois de mai et on retient une liste de généralement 5, mais là 8 jeunes auteurs. Mais à l'origine, ce sont les membres du conseil littéraire qui sont tous écrivains. J'insiste sur le fait que nos jurys sont des jurys de pairs et pas d'éditeurs ou de je ne sais quoi. Et justement, qui compose le conseil littéraire ? Oh là là, alors, de mémoire, on a des représentants de l'Académie française, comme Dany Laferrière, Frédéric Vitou, Jean-Marie Rouard, et j'en oublie, Maurizio Serra. On a des représentants de l'Académie Goncourt, Paul Constant, Arben Geloun, Philippe Claudel, et on a Pierre Assouline, on a des représentants des lettres francophones belges, suisses, canadiennes, haïtiennes, libanaises, marocaines, d'Afrique également, un jury francophone. Parmi les prix, vous avez cité le coup de cœur des lycéens. Il est important d'inclure les lycéens, qu'ils aient ce rôle de jury également dans la Fondation Prince-Pierre ? Oui, c'est extrêmement important. J'allais dire, la présidente y tient essentiellement, la princesse de Hanovre. La Fondation, c'est une activité de veille, voir ce qui se passe, de mise à l'honneur, d'aide des artistes et aussi de diffusion de la culture. Et quel meilleur moyen de diffuser la littérature que de faire lire nos lycéens. Alors, on connaît le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Sangor. Que représente un prix de la Fondation Prince-Pierre pour un auteur ? Alors, c'est beaucoup de choses. D'abord parce qu'il est bien doté, donc ça peut aider notamment les jeunes auteurs. Mais c'est aussi un prix très prestigieux dans le milieu littéraire. Il est relativement, je dis bien, peu connu du grand public, en France en tout cas. N'oublions pas que c'est un prix francophone qui est diffusé dans d'autres pays et où il a une notoriété sans doute un peu supérieure à celle qu'il a en France. C'est quelque chose qui... c'est considéré comme une consécration réellement. Je ne vais pas faire la publicité du prix de Monaco, mais on remarque que beaucoup de personnes l'ayant reçu reçoivent par la suite des distinctions prestigieuses. Jean-Charles Curaud, dernière question. La Fondation Prince-Pierre a été créée il y a près de 60 ans maintenant par le prince Régnier III. Tout comme son père, il était lui aussi un grand protecteur des arts et des lettres. Le prince Régnier a fait énormément. Le prince Pierre est l'initiateur et celui qui a donné l'esprit des choses, le plaisir de la rencontre, le souci du partage, etc. Mais si le prince Régnier n'avait pas souhaité poursuivre et augmenter cette idée, ce rayonnement, nous ne serions pas là. On lui doit énormément. Et vous lui ferez honneur demain à l'occasion de la proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Charles Curaud d'avoir été notre invité. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, la galerie Moretti présente l'exposition Regard d'ailleurs. Elle rassemble des tableaux réalisés par les jeunes bénéficiaires de Monaco Disease Power, association qui soutient les personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles autistiques. Cette exposition, qui contribue à sensibiliser le public à la diversité et à l'inclusion, est à découvrir jusqu'au 17 octobre prochain. Rejoignons à présent Christinda Thomel pour votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Ce soir, Christinda, vous vous êtes rendue dans un restaurant où règne la Dolce Vita et que les habitués auront peut-être reconnu derrière vous. Oui, aujourd'hui nous vous proposons l'Italie dans les assiettes. Nous nous rendons chez Planète Pasta, une enseigne bien connue en principauté avec un concept inédit qui existe depuis près de 30 ans avec évidemment à sa tête un personnage haut en couleur. L'idée de Planète Pasta, elle est née 30 ans en arrière, comme vous avez dit, et c'était un concept typiquement italien de pâtes et de salades. Et dans les temps, on a changé à la demande du client. Aujourd'hui, Planète Pasta il a un concept bien défini pour les saisons. On a 4 menus qui changent tous les 4 mois et des produits de saison. Le but, c'était amener un petit peu le charme de l'Italie dans les assiettes. Bien sûr, ça, il a aidé beaucoup parce qu'il y avait une âme très très italienne et les gens de Monaco, ils ont apprécié beaucoup cette situation
où ils sont passés beaucoup de monde après le pasta dans les 30 ans. Et aujourd'hui, ils reviennent aussi, qu'ils sont 35, 40, 50 ans, ils reviennent encore après le pasta parce qu'ils se trouvent dans une ambiance très italienne. C'est un concept plus vraiment vers la trattoria italienne, de représenter tous les produits surtout de notre terre, parce que nous, on est calabrais, donc on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup amener dans les assiettes tout ce qui peut être mon histoire, l'histoire même du Planet Pasta, parce qu'il y a des plats qu'on n'a jamais touchés, qu'on a gardés pendant tout le temps. Donc qu'est-ce que j'aime bien faire retrouver dans les assiettes, c'est vraiment la chose typique familiale, le plat qui peut, les gens quand ils le mangent, ça devait leur rappeler quelque chose de leur enfance, de leur histoire. Donc c'est ça qu'on aime bien faire. Et donc je pense qu'on va continuer sur cette route encore un peu. Soit disant qu'on a tracé déjà une bonne route, donc on va continuer comme ça. Alors on a travaillé déjà la bergamote, je ne sais pas si tout le monde, presque tout le monde y connaît. C'est un produit typique calabrais, c'est comme une citron vert, voilà, qui représente beaucoup la Calabre, qui n'est pas connue vraiment dans toute l'Italie. Donc on avait fait ça, on a fait un risotto avec le bergamote, donc les gens ils ont apprécié. Après on change, au fur et à mesure, on a amené des pâtes comme un ragoût de veau, que ça se mange beaucoup en Italie. Même le spaghetto aglio e peperoncino fait comme on le fait en Calabre. Donc les gens ils apprécient, donc ça c'est top. On a pensé que dans 2024, à juillet 2024, on ferait une grosse fête pour notre client. Et j'espère qu'on va arriver à juin pour faire cette grosse fête des 30 ans de Planet Pasta. Et on va inviter toute la population de Monaco et tous les gros clients qu'on a et qui nous ont soutenus pour tout ce temps. Vous l'aurez donc compris, chez Planet Pasta, on travaille uniquement les produits frais, de saison à la carte. Vous pouvez trouver des pâtes, bien sûr, avec différentes sauces, mais également des pizzas, de la viande, des antipastis. Et puis surtout, retenez bien, le rendez-vous est pris pour le mois de juin et la grande fête des 30 ans de Planet Pasta. Le haut niveau de la pétanque était une nouvelle fois réuni ce week-end au Boulodrome Régnier 3. Un mois après le challenge féminin Princesse Gabriella, les lieux ont accueilli 60 équipes masculines pour le challenge Prince Héréditaire Jacques. Justin Adel et Thomas Deus étaient sur place pour Monaco Info. Tirer ou pointer, telle est la question. La question que se sont posés de nombreux joueurs de pétanque lors du challenge Prince Héréditaire Jacques de Monaco. Après 4 éditions, l'organisation a décidé de changer son programme. Un tournoi axé désormais sur le haut niveau pour une 5e édition répartie sur 2 jours. Cette année, pour la 5e édition du Challenge Prince Héréditaire Jacques, nous avons changé de formule, à savoir que nous avons opté pour un format en doublette au lieu de l'ancien événement qui était en triplette. Donc nous sommes passés de 256 triplettes à 60 doublettes, ce qui a restreint d'autant les problèmes de logistique. Mais nous avons un plateau de qualité absolument exceptionnel. Nous avons souhaité, avec le conseil d'administration de la Fédération monégasque de boules, donner une image de qualité au détriment de la quantité, tout simplement. Le système suisse en 5 parties est retenu. Dès dimanche, il ne reste plus que 16 équipes en lice. Une compétition à enjeu pour l'ensemble des participants et des organisateurs. C'est très important de pouvoir participer à des tournois d'un tel niveau. Je peux comparer avec le championnat d'Europe d'Albertville qui a eu 3 semaines, où on a vu que le niveau il est pratiquement inférieur à ce que se passe ici. Et pour nous, donc luxembourgeois, c'est très important de pouvoir participer sur des tournois comme ici à Monaco. Nous, à titre personnel, sur notre équipe, on est très fiers du parcours accompli. Il y avait d'autres équipes corses qui ont aussi effectué un parcours honorable. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bravo à l'organisation parce que franchement, c'était un pari, c'était pas gagné d'avance parce que le schéma est vraiment atypique par rapport aux compétitions qu'on propose nous en France. Côté vainqueur, en plus d'une dotation de 5 000 € sont offerts un dîner gastronomique et une nuit dans un hôtel du groupe Ducasse dans le Var ou les Alpes de Haute-Provence. Et sachez que c'est une doublette italienne qui a remporté ce challenge relevé Prince Héréditaire Jacques. On retrouve Christinda Thomel pour les prévisions météo. Christinda, quelle est la tendance pour la journée de mardi ?
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée. Même si le soleil sera encore bien présent dans le ciel monégasque, le temps se couvrira progressivement au cours de l'après-midi. Des températures qui pourront grimper jusqu'à 24 degrés et descendre jusqu'à 19. Pour ceux qui souhaitent encore profiter des bains de mer, eh bien sachez que l'eau sera à 22 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 18h58. Mardi, nous fêterons les Ghislains. Merci Chrisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger qui a assisté au Challenge Prince héréditaire Jacques. Notez d'ailleurs que la Principauté accueillera le 12 octobre prochain les championnats d'Europe de pétanque Espoir. Excellente soirée à tous et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.